Rapidement, pour ceux qui n'ont pas été là au cours des 2 dernières semaines, mon nom est Maxime Leduc. Je suis présentement étudiant postdoctoral à l'UQAM, qui est la faculté de vétérinaire, à tout ce qui touche, en fin de compte, la numérisation de l'agriculture. Dans le passé, j'ai complété un doctorat en sciences animales à l'Université Laval en nutrition des bovins laitiers. Par la suite, j'ai complété des études postdoctorales en système fourrager à l'Université McGill et chez Lactanet. Je suis aussi propriétaire d'une entreprise ovine à Fermela dans les Laurentides et je suis membre de divers CA en agricole et dans d'autres domaines. L'objectif de ce webinaire est de répondre à des questions proposées par la communauté et par la suite d'échanger sur le sujet. L'idée à l'intérieur de ça, c'est qu'en fonction que les semaines avancent durant la saison des fourrages, de la récolte, on puisse répondre ou échanger sur des sujets qui touchent les producteurs. Dans l'objectif de faciliter la sélection des différents sujets pour les prochaines semaines à venir, j'ai eu l'idée, en fin de compte, de vous proposer directement des idées de thématiques pour faciliter le choix des différents sujets. Le premier sujet en tant que tel que je vous propose sur une liste de 4, c'est quelle est la performance des bovins laitiers lorsqu'on consomme différents types de légumineuses, soit de la luzerne, du trèfle rouge, du laitier. Comment entretenir mes pâturages? Je demanderais juste aux personnes de bien fermer leur micro, s'il vous plaît. Mais en attendant, c'est par ce logiciel-là que j'ai demandé si c'était réaliste en moins de 30 jours. Excusez-moi, petit problème technique. Je crois, Maxime, que tous les micros... Je crois que tous les micros sont ouverts. Je vous demanderais juste de les fermer, juste pour s'assurer. Faire attention, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Par la suite, l'autre sujet qui va être proposé, quelles sont les meilleures pratiques pour réussir son ensilage de ballon au carré? Et est-ce que je suis capable de tirer le plein potentiel de ma luzerne en faible lignine? Pour répondre à ce simple sondage, vous vous connectez à ma page, vous regardez ma publication sur ma page personnelle et vous choisissez l'émoticône en tant que tel qui vous plaît le plus pour les prochaines semaines. Je vais donner la réponse d'ici vendredi soir après 16 heures. Comment se déroule la présentation? C'est une présentation de 20 minutes avec 10 minutes d'échange à la fin. Il est important de savoir que, vu qu'on a simplement 20 minutes lors de ce type de présentation, on ne va pas souvent, tout dépendant des sujets, on va couvrir le sujet, mais sans aller très en détail. Comment je vous invite à interagir, soit avec un micro, la fenêtre de chat ou c'est Facebook Live pour pouvoir poser des questions lors de la période d'échange. Et maintenez vos micros fermés sur l'ensemble du processus. La question qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est quoi semer lorsque la prairie est endommagée? Désolé avec les micros ce matin, j'ai quelques problèmes à gérer le son. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est un peu en lien avec le webinaire des semaines précédentes, soit sur le sursemis et sur la mortalité hivernale des prairies qu'il y a eu. Puis je vous invite d'ailleurs à aller les revoir sur ma page personnelle puisqu'ils ont été enregistrés. Avant de tout se lancer dans avant de dire, en tant que producteur, soit pour les producteurs, soit pour les agronomes, avant de tout détruire la prairie, lorsque vous voyez des problématiques de mortalité importantes dans nos prairies, il y a plusieurs aspects à tenir en compte pour être sûr de porter le bon diagnostic. Et ça commence avec l'âge de la prairie. Est-ce que c'est une prairie qui a été ensemencée l'année dernière ou c'est une prairie qui a 2 ans ou 3 ans? Est-ce que c'est une problématique qui touche seulement quelques champs ou l'ensemble de l'entreprise? Parce que connaître l'amplitude va avoir des impacts sur le plan de rotation des différentes prairies. Connaître c'est quoi les besoins des fourrages. C'est pour ça que c'est important de faire une bonne connexion entre les
conseillers qui s'occupent, les agronomes qui s'occupent de l'alimentation des troupeaux, soit bovins, laitiers, bovins de boucherie ou ovins, et l'agronome dans le champ pour faire des recommandations qui vont répondre aux besoins d'entreprise à court, moyen et long terme. Aussi, c'est de s'assurer de regarder ça va être quoi l'impact de cette mortalité et d'implantation de semis d'urgence ou de plans de fourragage d'urgence à court et moyen long terme sur la rotation. Puisque une action possiblement cette année ou une année précise peut être bénéfique à court terme, mais peut entraîner des problèmes à long terme dans ce qui a trait le plan de rotation puis la régie des prairies ou les coûts, en fin de compte, reliés à l'ensemble des pratiques. Aussi, de valider la disponibilité des semences. Souvent, lorsqu'on est rendu au mois de mai ou qu'on décide, ou fin avril, début mai, puis qu'on a besoin de réimplanter de nouvelles prairies, les semences ne sont pas tout le temps disponibles. La disponibilité de la machinerie, lorsqu'on parle de l'utilisation de semis directs pour ressemer en fin de compte des prairies, il faut être capable de l'avoir accès, il faut être capable d'avoir accès à les différentes machineries. Aussi, c'est de tenir en compte les conditions du champ. Est-ce que lorsqu'on parle d'une prairie qui est plus âgée, est-ce que le pH est optimal pour la prairie? Est-ce qu'il y a des déficiences en phosphore, potassium, soufre qui doivent être aussi corrigées avant de ressemer l'ensemble? Tout d'abord, je vais vous présenter une espèce de résumé des sommaires, des stratégies qui pourraient être mises en place en tant que telles en fonction de l'âge du peuplement. Tout d'abord, lorsqu'une prairie a 1 an, c'est-à-dire qu'elle a été plantée l'année dernière, il est toujours possible d'effectuer un sursemis de luzerne, puisqu'il n'y aura pas de problème de taux de toxicité. Les avantages de pouvoir faire un sursemis de luzerne, c'est de pouvoir, c'est une plante qui les semences sont disponibles. Par contre, les rendements lors de la première année ne seront pas intéressants, vont être moyens. Si vous recherchez si vous avez besoin d'une grande quantité de fourrage lors de cette période. Le sursemis de trèfle rouge, une autre approche. Les avantages, le semis est facile, l'établissement est rapide, il peut avoir des meilleurs rendements que les luzerne lors d'établissement. Puis on va voir des chiffres sur le sujet des mesures de rendement dans ce qui vient dans les prochaines diapositives. Mais par contre, une faible durée de vie par rapport à la luzerne. Lorsqu'on parle lorsqu'une prairie est âgée de 2 ans et plus, il y a différentes options qui sont disponibles pour le producteur ou son agronome qui souhaite l'aider. Le sursemis de trèfle rouge toujours. Détruire la prairie avec un herbicide, soit en faisant un semis direct ou en travaillant le sol pour semer une culture d'urgence. On va voir différentes cultures d'urgence dans les prochaines minutes. Les avantages, ça peut être semé facilement. Il y a différentes espèces, il y a différents choix de stratégies qui peuvent être mis en place. Par contre, les rendements, tout dépendant des cultures, peuvent être moyens. Puis la qualité peut très varier, tout dépendant de c'est quoi les besoins de l'animal. Et souvent, que ce soit pour des bovins de laitiers en pic de lactation, on a besoin d'aliments qui sont riches en énergie, riches en protéines, et certaines de ces cultures ne sont pas adaptées pour fournir ces nutriments. Ou l'autre chose, c'est implanter des prairies de maïs en silage, de grains, par la suite. Si vous voulez avoir des très bons rendements, de qualité qui va être uniforme, mais ce n'est pas adaptable à l'ensemble des régions du Québec ou au moment de bien l'implanter. Une portion des documents ici, je vous invite, vu qu'on a seulement 10 minutes, à aller revoir la présentation de M. Dr. Philippe Séguin du département de sciences végétales en tant que tel de l'Université McGill, qui a déjà traité le sujet il y a 2 ans et qui est beaucoup plus complète que la présentation, parce que dans son cas, c'est une présentation d'1 heure sur le sujet. Il y a différentes approches lorsqu'on parle de fourrage d'urgence. Il y a les plantes fourragères, comme qu'on implante pour du long terme, et annuelles ou vivaces. Il y a les céréales avec ou sans pois. Il y a la portion des légumineuses à grains. On parle de soya, on parle de pois. Ou les graminées annuelles de saison chaude. Tout d'abord, au cours des prochaines diapositives, pour le but de la présentation d'aujourd'hui, on va regarder majoritairement non les techniques d'implantation, mais plutôt les rendements et pour vous donner une idée du potentiel de différentes espèces de plantes pour combler les besoins. Ici, vous retrouvez en fin de compte la
les rendements des légumineuses lors de l'année d'implantation. Ça, c'est une moyenne sur 5 ans lorsqu'on fait une première coupe qui est en bleu et une deuxième coupe qui est en orange. Vous pouvez constater que lorsqu'on fait une première coupe, les légumineuses qui sont les plus performantes, c'est le trèfle d'Alexandrie et le trèfle rouge. Le trèfle blanc et le trèfle Cura sont ceux qui démontrent un moins grand rendement. Et même chose à luzerne. Lorsqu'on est rendu à la deuxième coupe, c'est toujours le trèfle d'Alexandrie et le trèfle rouge qui semble être le plus performant lorsqu'on a besoin de produire des fourrages d'urgence. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le trèfle Cura? C'est une variété de trèfle qui est peu ou très difficilement disponible. C'est un trèfle qui produit des rhizomes qui améliore la persistance de ce trèfle. Maintenant, lorsqu'on regarde les graminées, lors de leur année d'implantation, on retrouve ici le même principe que la précédente diapositive. Lorsqu'on compare de l'Alpis roseau, du brome des prés, du brome inerme, du dactyle, de la fétuque, de la fléole, du paturin et du vulpin. Comme vous pouvez constater, le dactyle sort haut la main dans les rendements lors d'une première année d'implantation, suivi du brome des prés et de la fléole des prés. Les précédentes graminées que je vous ai parlé s'agissaient uniquement de graminées vivaces. Lorsqu'on parle de raies gras annuelles, il y a deux différents types, le type italien et le type Westworld. Présentement, lorsqu'on regarde les différents essais qui ont été faits au Québec, les rendements varient de 2,8 à 6,7 tonnes de matière sèche à l'hectare et il a déjà été possible d'observer des rendements jusqu'à 9 tonnes à l'hectare dans les prairies en Saskatchewan. C'est important de savoir pour ce qui est du raie gras. Les raies gras ont un système racinaire très superficiel, ce qui implique qu'il va être nécessaire, ce qui implique qu'ils ont peu ou pas une faible résistance à la sécheresse. Et c'est une plante, c'est une graminée qui nécessite une grande apport en azote pour être capable d'être performant et obtenir des rendements de qualité. Voici quelques avantages et des inconvénients pour l'utilisation de plantes fourragères annuelles ou vivaces. Certains avantages, c'est des espèces qui sont bien connues, qui sont bien maîtrisées par les agronomes et les producteurs. Les semences sont facilement disponibles, peut-être pas toutes les variétés. Il y a des herbicides disponibles pour contrôler les mauvaises herbes. Certains avantages, les rendements sont peu élevés selon les espèces. Comme vous avez pu constater, le dactyle, le raie gras sont des bonnes variétés pour les graminées. Le trèfle d'Alexandrie, le trèfle rouge. Ça, c'est plus une planification à long terme aussi. Il faut que ça s'inscrive dans une planification à long terme dans la gestion des prairies pour le producteur et l'agronome. Maintenant, lorsqu'on regarde, je vous présente ici certains rendements pour des mélanges d'avoine, d'orge, avec ou sans poids, selon les différents stades de récolte qui va être choisi par le producteur. Vous pouvez constater que plus le grain devient mature, plus les rendements augmentent, qui fait grand du sens. Mais c'est important de savoir que plus que le plant devient mature, moins la qualité du ruissonnel est augmentée. C'est pour ça qu'on recommande de faire une récolte au début épiaison dans cette région-ci. Comme vous pouvez le constater, les rendements sont supérieurs lorsque l'avoine et l'orge sont implantés de façon individuelle par rapport au poids. Par contre, ce n'est pas le cas ici. Plus qu'on augmente en croissance, dans la maturité, au stade laiteux, l'avoine poids est supérieur. Par contre, l'avantage des mélanges avec des pois, c'est d'augmenter la quantité de protéines dans le mélange. Certains avantages et inconvénients lorsqu'on travaille avec des céréales et des pois, c'est des espèces bien connues, ces savements sont facilement disponibles. Peut-être qu'il en reste dans des silos, peut-être qui sont disponibles. Il y a des herbicides disponibles, c'est là à plusieurs régions du Québec, qu'on soit en Abitibi ou en Montérégie, c'est des variétés qui peuvent être implantées. Des désavantages, c'est des rendements des fois qui peuvent être modérés, ça varie grandement entre les espèces de 3 à 7 tonnes. Et la qualité peut être augmentée avec l'ajout de poids, mais ça augmente aussi le coût et rend plus difficile le contrôle des mauvaises herbes. Une autre chose qui peut être intéressante pour vous lorsqu'on parle de céréales, c'est l'implantation de céréales d'automne au mois de mai. La raison est la suivante. Pourquoi planter des céréales d'automne au mois de mai, au mois de juin? C'est simplement que, compte tenu qu'il n'y aura pas d'hivernation en tant que telle de la plante ne produira pas de grains. Ainsi, la plante va juste produire du feuillage tout au cours
de la saison de croissance. Et oui, peut-être que les rendements vont être moins élevés, mais la qualité va être plus au rendez-vous. Par contre, l'enjeu d'implanter des céréales d'automne au mois de mai, au mois de juin, c'est la disponibilité des semences, puisqu'habituellement, les semences sont récoltées fin juillet, début août, pour être réensemencées au mois de septembre. Et là, il faut voir comment le tout va fonctionner. Lorsqu'on regarde un peu du soya fourragé, ici, je vous ai présenté des rendements selon différents facteurs de gestion, soit l'écartement entre les rangs, la densité de peuplement et le stade de récolte. Ces données-là se retrouvent sur le site de l'OMAFRA lors d'une étude. Puis, vous pouvez constater que plus l'écartement entre les rangs est petit, plus on est capable d'augmenter la fonction des rendements. Et plus que le plan est mature, plus que les rendements sont importants. Certains avantages ou inconvénients du soya ou simplement des pois. Ici, je ne vais pas présenter des rendements de culture en implantation de pois, des très haute qualité, adaptation de la plupart des régions. Par contre, le coût des semences est plus élevé pour les pois. Les rendements sont modérés et des fois, le processus de fermentation il peut être compliqué. L'autre plan d'urgence qui est disponible aussi, c'est tout ce qui est les annuels de saison chaude, les plans de C4. On parle de millet perlé, de sorgho, d'herbe de Soudan, d'hybride sorgho-Soudan ou encore de maïs. On ne parlera pas vraiment du maïs ici, mais dans le cadre de cette présentation, je ne montrerai pas des rendements. Ici, on retrouve les rendements en tonnes de matière sèche à l'âtre, c'est important de le faire, lors d'essais de différents hybrides de millet perlé fourragé, de sorgho, d'hybride sorgho-Soudan, d'herbe Soudan et d'un mélange des différentes espèces fait à l'Université du Vermont, qui sont des climats, en fin de compte, qui sont comparables, on pourrait dire, à ceux du Québec. Puis vous pouvez constater qu'en bleu, on retrouve la première coupe et en rouge, la troisième coupe. On peut retrouver que l'herbe du Soudan performe beaucoup mieux que les hybrides sorgho-Soudan. Et en deuxième position, on retrouve le millet perlé et en troisième, le sorgho. Il est important de noter ici que les performances, si on parle d'une année, on ne parle pas d'une année sur 5 ans. Je vous invite d'ailleurs à visiter l'Université du Vermont. On retrouve des essais de différents hybrides de ces plantes C4, annuelles à saison chaude, depuis, je pense, 2016, 2017, 2018, 2019. Les avantages des annuels de saison chaude, on retrouve l'avantage du rendement, l'excellent rendement. Par contre, c'est une plante qu'on peut semer jusqu'à du début à la fin juin. Puis, il y a plusieurs options disponibles. Il y a des versions fourragères, type sucré, type BMR, où la digestibilité de la fibre est améliorée. Des avantages qu'il faut faire attention, c'est la production d'acide prussique. Il est important d'implanter ce type de plante-là lorsque la température du sol est supérieure à 14 ou 16 degrés Celsius, dépendant où qu'on regarde dans la littérature. C'est limité en termes de région, où il y a plus de 2300 UTM, si on veut faire jusqu'à un minimum d'une coupe ou deux. Et présentement, il y a une absence d'herbicides homologués. Juste un petit rappel pour ceux qui vont vouloir en connaître un peu plus sur l'acide prussique. J'avais fait un article l'année passée dans le bulletin des agriculteurs sur le sujet pour connaître comment gérer cette défi-là pour les producteurs, que si le fourrage est bien fait, on réduit grandement les risques de problématiques. Rapidement, si on arrive bientôt à la fin du 20 minutes, voici différentes comparaisons entre différents types de plantes qui sont ensemencées au mois de mai, juin et juillet pour voir c'est quelles de ces différentes stratégies qui sont peut-être les mieux adaptées dans un cas de fourrage urgent. On retrouve une série de différents maïs en silage avec une maturité plus hâtive et plus tardive. On peut constater ici que les rendements sont de loin supérieurs en tant que tel pour le maïs et le sorgho. Dans ce cas-ci, lorsqu'on regarde l'herbe du Soudan avec leurs différents hybrides et le millet, les rendements, on pourrait dire qu'ils sont intermédiaires, se retrouvent en deuxième position. Par la suite, on retrouve les soya, l'orge et les céréales. Et finalement, on se retrouve avec des luzernes. Vous pouvez constater que dans le cas du maïs et du sorgho, ils sont moins affectés en tant que tels par la date de semis, dépendant des régions, que excusez-moi, ils sont plus affectés, tandis que l'herbe Soudan, les sorgho Soudan et les millets
semble un peu plus équivalent. Si on est capable de le planter au mai, juin ou juillet. Lorsqu'on parle des céréales, il y a une perte en tant que telle de faible rendement. Et c'est la même chose pour la luzerne, compte tenu que la luzerne, si elle est plantée au mois de juillet, ça peut être plus problématique. Lorsqu'on regarde un peu le coût par tonne de matière sèche, ici, c'est une étude qui est faite par Philippe Séguin. C'est simplement la quantité d'azote et le prix des semences qui est nécessaire pour combler, pour y arriver. On peut constater que ça n'inclut pas en tant que tel le coût de la machinerie pour récolter. Lorsqu'on regarde les coûts de production, les millet perlé, l'herbe soudan, les avoines fourragées, les pois sont des cultures d'urgence dont le coût de production est plus faible. Mais comme je l'ai dit, ça n'inclut pas le coût de récolte et le coût d'entreposage. Certains points à retenir avant de se lancer dans l'échange. Simplement, l'important, c'est d'évaluer l'état des champs, c'est d'évaluer l'état de l'entreprise, d'évaluer les besoins fourragers du troupeau, d'en discuter avec le responsable de l'alimentation du troupeau pour s'assurer de répondre à la fois aux quantités et à la qualité des fourrages qui est désiré, d'évaluer l'impact à court, moyen et long terme. C'est sûr, c'est très anxiogène en tant que tel d'arriver au printemps et de voir « Ah, mes prairies sont mortes, qu'est-ce que je fais? » Oui, peut-être à court terme, ça va être intéressant, mais à long terme, ça peut causer aussi des stress si c'est mal planifié. Choisir la bonne stratégie en fonction des besoins qui a été ciblé avec le producteur et l'agronome. Et juste faire attention d'appliquer les bonnes pratiques agronomiques pour les annuels de saison chaude, surtout la date d'implantation. Juste un petit rappel, parce que je crois qu'il y a des producteurs qui ont débuté des semis de plantes fourragères dans les régions du Québec en ce moment-ci. Et si vous avez implanté l'herbe soudan comme plante abri ou autre, il y a des fortes chances que ce soit problématique, parce que je doute que le sol soit à 14 ou 16 degrés actuellement.